L'épisode qui va suivre est un super épisode. Comme beaucoup d'épisodes InPower, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de s'abonner, de soutenir le podcast. Bonne écoute. Bonjour Sophie-Marie. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Oh, merci. Ça fait longtemps ou pas que t'es pas passé dans un podcast? Ça fait 3 jours. Ah merde. Mais rien à voir. Ok. Le podcast que j'ai fait, c'est Hello Mamas, donc rien à voir. Ah ouais, C'est non. pas, Ouais. C'est pas mon... Est-ce qu'on peut dire ma spécialité. diamétralement opposé? Un diamètre, un rayon, pi? C'est pas pareil. Après, on a parlé un peu de parentalité avec certains et certaines invités, mais écoute, je suis ravie que ce soit pas sur le même sujet. La question que je pose à mes invités en premier, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Ah, génial, merci beaucoup, ça m'arrange. Bonjour le monde, est-ce que tout va bien, comme aurait dit Pauline il y a quelques années? Je sais pas si vous vous souvenez de cette chanson. Allô le monde. Elle avait tourné son clip rue de la Barre à Lille, en face de chez moi. Bref, je m'appelle Sophie-Marie Laroui, L-A-2-R-O-U-Y. Je le précise parce que sinon les gens font n'importe quoi. Je travaille dans l'audiovisuel depuis maintenant une quinzaine d'années. Je n'étais pas censée faire ça à la base, car j'ai fait un BTS management des unités commerciales. J'ai 40 ans. J'ai mis du rouge à lèvres ce matin parce que je savais que je venais de voir et qu'il y a un petit niveau. Et c'est donc pour cela que je me suis mise en jogging. Vraiment. Voilà. Elle a compris qu'il fallait un peu lower son style. En fait, je me suis dit, en ce moment, je fais pas mal de danse et j'adore les gros trucs oversize et tout. Et j'ai jamais fait de podcast en fait habillé comme ça. Et tu sais quoi, il est 9h du mat. Je me suis dit, je vais inaugurer avec Sophie-Marie. Okay, pourquoi tu fais pas mal de danse en ce moment? Parce que pendant pas mal de temps, je pense que je me suis cachée derrière l'excuse que j'avais pas le temps de faire de la danse. Parce que déjà, il y a des horaires. Moi, je suis très mauvaise avec les horaires. Et aussi parce que je fais du street dance. Et qu'en fait, en France, c'est très dur de trouver des bons cours de street dance. En fait, t'as soit des cours de street dance pour débutants, soit des cours de street dance pour gens archi chauds. Ce que je ne suis pas. Et donc, ouais, en fait, juste l'année dernière, je me suis dit, en vrai, ça me manque. Je pense que j'ai été très influencée par TikTok, mine de rien, qui, dans mon algorithme, a mis beaucoup de danse. Et voilà, j'aime vraiment ce truc de chorégraphie. Et donc, en fait, j'ai trouvé une prof à côté de chez moi qui donne des cours particuliers où, du coup, je peux choisir mes horaires. Mais génial. Ouais, et vraiment, je kiffe. C'est vraiment une parenthèse dans ma semaine, un peu de... Peu importe ce qui se passe dans ma vie, en fait, là, je peux juste kiffer, quoi. Mais est-ce que quand on finit ce podcast, tu peux m'accompagner en bas et faire une petite choré de street dance dans la street, s'il te plaît? Pourquoi pas, ouais. Merci. Ok. Voilà, merci. Donc, on revient à toi, quand même. Bah si. C'est quoi ta parenthèse dans la semaine où tu t'autorises à juste un peu lâcher prise? Jeune maman. Des fois, je m'assois. Non, la vérité, c'est que je l'ai beaucoup articulé, ce concept de parenthèse avec ma psy, parce qu'en effet, je suis un peu... j'aime bien mon travail, donc du coup, je le fais beaucoup. J'ai un chien, donc ça demande une rigueur de planning, et j'ai un bébé, ce qui demande une autre rigueur de planning. Mais j'ai trouvé une petite parenthèse à faire, c'est que pour de vrai, je m'assois et je lis 10-15 pages d'un livre dès que je peux dans la journée. Voilà, là c'est pour l'instant. Hein. Je suis pas en train de vous dire je prends des bains de lait le soir en écoutant des livres audio de Maupassant, mais bon, pour l'instant je fais ça, et quand j'ai le temps, alors je vais dans ma maison à la campagne et là je fais des trucs de daron, je désherbe, voilà, je fais la cuisine dans un grand four, genre je fais des gratins où je fais infuser du lait avec du thym et tout. Enfin, je fais des trucs ouais, au niveau. tranquille, quoi. Non, mais tu vois, des trucs... Infuser du thym dans du lait. Oui, mais je fais pas du... Comment ça s'appelle, là, quand on répare la vaisselle avec de l'or, là. Tu vois, je fais pas des trucs... J'ai pas la ref. Mais si, le... Kintsugi. Kintsugi Ouais. Ok. Peut-être bientôt, hein. Franchement, Non, je pense sais pas. que c'est des défis. Non, mais je préférais retourner à la danse plutôt que de réparer de la vaisselle Mais avec du plaqué. C'est délire. Attends, parce que du coup, tu t'es arrêté à... J'ai un chien. Ouais. Mais j'imagine que tu as d'autres choses à dire sur toi quand même quand tu te présentes. Ah oui, bah oui, mais en fait, alors, bizarrement, je suis très pudique. Ah ouais. Ouais, quand je suis pas payée pour parler de moi, je suis très pudique. Voilà, vous le savez, elle n'a pas été payée pour venir, désolée.
Et comme j'ai un truc viscéral, je viens de l'Est de la France, ça c'est une autre info. Ouais, où je suis née dans les Vosges et j'ai grandi en Alsace. Tu connais Vittel? Oui, je connais bien Vittel. Okay. Enfin, je connais Vittel, l'ancienne ville qui était Vittel, parce que là maintenant il n'y a plus grand-chose à Vittel. Il y a plus grand-chose à Vittel, mais il y a... Enfin, moi j'ai passé beaucoup de vacances et je fais rire toute ma famille quand je dis que plus tard j'écrirai seule, pas avec des chats, avec des chiens. Ouais, je peux dans comprendre. Une petite maison à Vittel. Ah bah oui, tu seras seule, ça c'est sûr. Ouais, si ça c'est sûr. Vittel. Il y a une belle véranda, j'ai repéré un truc. On pourrait tourner facilement une saison de comment c'est, American Horror Story à Vittel. Et, improbable mais vrai. Et aussi comment il s'appelle le film qui s'appelle Burlesque de Christina Aguilera? Non, le film d'un mec, un français, réalisateur français qui s'appelle Mathieu Amalric, aurait pu être tourné à Vittel. Voilà, si vous avez la ref, ça vous fera rigoler. Je pense qu'on est 8 à rigoler. Mais, mais c'est pas grave, ils sont là. Donc, comme je viens des Vosges, je disais, j'ai une peur maladive de déranger. Et je sais jamais si ce que je raconte, c'est intéressant quand je suis pas payée pour le faire. Qu'est-ce qui change quand tu es payée pour le faire? T'as le sens du devoir? Non, on m'a payée, donc on sait où on met les pieds. D'accord. Et donc, t'arrives plus à t'autoriser à être toi-même? Ouais. Ok. En tout cas, à vendre une soupe, tu vois. Qu'est-ce qui t'a aidé quand même peut-être à dépasser dans une certaine mesure ce sentiment de peur de déranger, puisque j'imagine que quand t'étais ado c'était encore pire et que potentiellement ça s'est arrangé avec les années. Peut-être pas, auquel cas on peut aussi en parler. Non, j'étais plus inconsciente avant et j'avais pas vraiment de responsabilité. Là maintenant je m'imagine une responsabilité vu que je suis dans l'audiovisuel et que je suis, bon, personne me connaît hein, mais un personnage semi-public quoi. Ouais. En tout cas c'est l'histoire que je me raconte et du coup qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis, c'est quand je suis allée la première fois au Festival de Cannes, qui pour moi était un événement extraordinaire. Avec des gens qui avaient un propos, une vision, et je me suis rendu compte que c'était eux qui avaient besoin de nous. Pourquoi donc? Parce que en fait ils font des choses qui ont déjà été faites et or les nouvelles et nouveaux, bon, ils ont encore l'inconscience de se dire qu'ils ont une place dans cette industrie et du coup on vient avec des choses qu'on a dans le cœur et pas des choses qui doivent marcher parce qu'on a des obligations avec un producteur, une productrice, des diffuseurs, des chiffres, une avance sur recette, etc. quoi. Voilà, donc c'est là que je me suis dit, ah mais en fait c'est nous les cools. Voilà. Est-ce que t'es condamné à devenir pas cool parce qu'à un moment tu seras l'une d'entre eux? C'est pour ça que je m'arrange pour faire des choses qui sont, comment dire, quand même confidentielles. Tu vois ouais, je vois, c'est un beau terme. Je suis toujours en marge de quelque chose. Et je crois que ça me va super parce que je peux avoir sur un malentendu, si ça marche pas, c'est pas grave, quoi, tu vois. Ouais, donc j'ai le droit à l'erreur étant donné que je suis toujours en marge. Comment t'étais à 17 ans? J'étais insupportable. Ok. Ah ouais, dur. Mais un peu de bienveillance et d'empathie pour la petite Sophie Maru quand même. Oui, parce que on est con parce qu'on est malheureux. T'étais malheureuse? Ouais, très. J'étais très malheureuse, personne s'occupait de moi, je me sentais vraiment seule. J'ai grandi dans un environnement très aimant mais très taiseux, l'Est de la France, hein, je le répète, voilà. Du coup, c'était pas facile pour moi de faire comprendre ce que je voulais, étant donné que personne me demandait vraiment ce que je voulais en plus. D'ailleurs, on en a parlé avec Eva Sadoun, que tu connais. Oui, on l'embrasse. Tu as participé à un podcast que je produis qui s'appelle Loin des yeux, loin du Caire. Ouais. Et on était en intervention, en conférence. En intervention, on dirait qu'on était avec la BAC, qu'on a soulevé quelqu'un. On est arrivé. On était à Lyon et elle expliquait qu'à 15 ans, elle était vraiment turbulente, ce dans quoi je me reconnais, et que ses parents lui ont dit de quoi tu as besoin. Ce dans quoi je ne me reconnais pas, et j'ai fondu en larmes en public au moment où elle a articulé ça. Parce que moi, personne ne m'a jamais demandé ce dont j'avais besoin. Et donc, à 17 ans, j'étais une meuf persuadée que ma valeur résidait dans le compagnon à côté de qui je m'affichais. Ce qui est une phrase qui, de nos jours, peut paraître vraiment... ouais. Qu'est-ce que ça te provoque, toi, quand je dis ça? De la peine. Ouais. Voilà. Donc, pour ça que j'ai de la bienveillance envers moi, mais en même temps, je me dis genre... Mais en même temps, tu connaissais pas un autre schéma.
Ouais. Tu vois, comment peut-on faire si on n'a pas les armes, tu vois? Tu savais? Oh là, mince. Non, je savais pas. Déjà, comment t'as vécu Est-ce que c'est ta première relation amoureuse à 17 ans? Non. Non. Mais non, parce qu'on a que ça à faire là-bas, donc tu vois, voilà, soit on fait des bêtises, ce qui a été également effectué pour ma part, soit on se met à la colle avec des bonhommes qui veulent bien de nous, et en l'occurrence, bon bah voilà, tu vois la tête que j'ai à 40, donc tu vois bien que j'étais mignonne à 15, quoi. Et malheureusement. Et du coup, ben oui, je me mettais à la colle avec un peu des gens qui ne voulaient pas de moi, évidemment, hein, sinon je n'aurais pas fait une carrière dans l'humour après. Parce que je crois que quand on est... Ça, c'est une question que je voulais te poser dans la montée du métro. Est-ce que quand toi, tu es heureuse, la première chose qui te vient à l'esprit, ton premier réflexe, c'est de le dire sur les réseaux sociaux? Non. Ben voilà. Donc du coup, j'aurais pas fait une carrière dans l'humour si j'avais été bien. C'est vrai. Voilà, n'était pas ma première relation amoureuse et ça a été longtemps, je veux pas dire chaotique parce que ça serait ne pas respecter mon histoire, mais ça a été longtemps pas ce que je désirais. Et aujourd'hui, ça l'est, mais encore une fois, je le répète, j'ai dit 3 fois depuis 5 minutes, mais j'ai 40 ans, donc pour dire que franchement, haut les cœurs. Hein. Faites du mieux que vous pouvez. Qu'est-ce qui t'a aidé non seulement à formaliser, mais surtout à prendre conscience que tu n'étais pas épanouie dans tes relations amoureuses? Ah, c'est une difficile question. Si tu te la poses à toi-même, je pense que tu te faut 5 minutes pour réfléchir à... Ma vie amoureuse est plutôt simple, car inexistante. Franchement, béni sois-tu, parce que vraiment, reste loin des problèmes. Ouais, un chien bientôt, j'espère. Ouais, super. Ouais. Bah, pour moi, c'est mon chien qui m'a ouvert le cœur. Hein. Ah ouais? Ouais, vers une relation épanouie. Attends, je fais une frise chronologique comme ça, c'est plus rapide. Ouais, vas-y. Donc, je me mets à la colle avec des gens. Bon, c'est pas forcément de leur faute, hein. C'est mes névroses qui s'entrechoquent avec les leurs et du coup, bon, bah, ça marche pas. Ça peut durer longtemps, mais ça marche pas. Gna gna gna. Je me retire du marché à un moment donné en me disant... Faut donner des âges un peu. Ok. Bon, bah, de 15 à 36. Empathie et bienveillance. Non, mais c'est la vie, c'est ma vie. Si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas là en train de... Enfin, tu vois, je serais chez moi en train d'infuser des gratins dauphinois. Donc, ça serait un autre parcours. Donc, je suis contente de l'avoir fait. Je renie rien, je regrette rien. Juste, j'ai des trucs marrants à raconter, quoi. Tu vois. Tant mieux pour nous. Ouais, vraiment. Donc, 15-36, gna 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 gna. Ah là, laborieux. Mais tu sais, comme quand tu vois, quand tu veux fermer une porte en bois, qu'il a beaucoup plu, donc elle a gonflé, et ça ne veut pas fermer, parce que mécaniquement, le bois a gonflé, donc la serrure ne peut pas fermer. Et moi, j'étais là devant mes serrures, et je forçais, et je faisais ce qu'on attendait de moi, et gna gna gna, mais non, mais t'es folle, mais je pense pas, hein, mais bon, bah peut-être, oui, t'as raison, pardon d'avoir crié, désolée, non, mais c'est bon, je suis calmée, blablabla. De 15 à 36, donc là, pour vous, c'est une phrase et demie, mais c'est quand même c'est long, quoi. Ouais. 36, je me dis, bon, peut-être on arrête, là, ça suffit. Je me suis fait enlever la vésicule biliaire à cause d'eux, d'ailleurs. Je me suis tellement fait de bile que des cailloux se sont formés dans ma vésicule biliaire et j'ai dû être opérée en urgence. J'avais 2 cailloux de 1 cm chacun qui m'obstruaient la vésicule. Putain. Et franchement, ça fait mal. Alors que, encore une fois, bon, je vais le redire une 6e fois, je suis de l'Est, donc on a un peu du au mal là-bas. Mais voilà, j'étais genre, ah, mais j'ai mal au ventre. Et un jour, je me suis évanouie. Ils m'ont dit, mais c'est normal que vous ayez mal au ventre. Donc, je me fais enlever la vésicule, je me retire du marché parce que vraiment, ils me font... dans mon temps, étant donné que en plus par ailleurs professionnellement je réalise des rêves que je savais pas que j'avais et je trouve ma place dans un monde et une industrie dans laquelle je fais de l'entrisme au départ parce que moi je suis pas du tout du sérail et donc je m'y plais, je commence à articuler un discours dans lequel je me sens à l'aise, etc. Donc je me dis ok, stop les bonhommes, c'est bon.
De toute façon, vous allez me décevoir. Voilà, c'était mon dernier baroud d'honneur sur je sais plus quel site de rencontre. Ma bio, c'était ça. De toute façon, tu vas me décevoir. Donc, je me suis dit, bon, bah, en fait, arrête le cynisme et enlève-toi, tu vois. C'est mieux de faire autre chose de tes journées. Je prends un chien. Vraiment, pouf, du jour au lendemain, ça m'a pris. Ce qui m'a complètement décentrée de moi-même. J'avais quelqu'un d'autre de qui m'occuper, donc c'était super. En plus, c'était mignon. Déjà là, je vous ai montré une photo de lui adulte, il est mignon, mais imagine-toi, dans la rue, les gens hurlaient quand ils le voyaient, quand il était bébé. Ouais, c'était vraiment... Et lui était là genre, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait une bêtise. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai compris que je pouvais aimer quelqu'un, même s'il me décevait, et qui est mon chien... Je me suis dit, ah, mais c'était ça que j'avais pas compris, d'accord. Et lui, il m'aime quoi qu'il se passe, tu vois. Si je l'engueule, il m'aime. Si je lui fais faire une douche alors qu'il aime pas l'eau, il m'aime. Donc, je me suis dit, ah, mais donc il y a des gens qui m'aiment sans qu'il y ait une condition à cet amour sine qua non, quoi. Voilà. Et après, toute la joie et la lumière ont pavé mon chemin. Adopter des chiens, c'est ça la morale de l'histoire. Vraiment, abonne-toi. Non, mais parce que, en fait, tu vois, je trouve ce qui est courageux et ce qui m'interroge, et c'est pourquoi j'aimerais avoir des clés pour les personnes qui rencontrent la même situation, c'est, j'imagine qu'entre tes 15 et 36 ans, tu te rendais compte que tu étais dans des relations un peu foireuses. J'imagine que tu t'es déjà dit, j'arrête. Mais c'est marrant qu'à 36 ans, est-ce que c'est cette opération ou le fait d'avoir ce chien qui t'a permis de t'y tenir? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont là genre, je sais que je suis avec des personnes qui ne me méritent pas. Mais pourtant, qui ne me correspondent pas. Qui ne me correspondent pas. C'est surtout ça, en fait. Voilà. On s'en fout de qui te mérite ou pas. Enfin, la première chose, c'est que je me suis rendu compte que j'étais peut-être moins cool que ce que je m'imaginais. Okay. Donc, c'est un retour sur soi qui est assez intéressant. On s'imagine toujours, tu vois, c'est la fameuse phrase quand tu bois du vin blanc trop cher avec tes copines en terrasse alors qu'il pleut. Non, mais c'est un connard, c'est un PN, un pervers. Non, en fait, peut-être que ta névrose fait que tu acceptes... Enfin, tu as une porosité émotionnelle à l'endroit où tu acceptes que quelqu'un te maltraite alors que tu te rends compte que c'est de la maltraitance, mais tu l'acceptes quand même, au lieu de dire « mais pas du tout, je n'ai pas envie d'être avec toi alors que tu ne me réponds pas pendant 3 jours », enfin tu vois, des trucs comme ça. Alors non, je me rendais pas compte, parce que quand t'as pas d'autres exemples... tu fais avec ce que t'as. Tu survis, quoi. Ouais. Et je reviens au podcast qu'on fait avec Eva. C'est un principe qu'on a articulé avant que j'ai envie de produire ce podcast sur l'économie du soin. Parce qu'elle est spécialiste là-dedans. En fait, on a eu une discussion un soir à Granville, où on était en week-end, et elle m'a dit mais l'argent, c'est pas... Enfin, ça se trouve. Et pour moi, j'étais de l'autre côté, je disais mais pas du tout. Enfin, si tu n'as pas d'argent, tu ne penses qu'à ça, tu ne fais que survivre en attendant la mort. Enfin, c'est vraiment un peu résumé, mais pour moi, c'était vraiment ça. Je viens d'un milieu où on n'a pas d'argent et on ne sait pas en faire. Donc du coup, la vie c'est long. Enfin, je veux dire, c'est pas marrant, quoi. Il y a des moments d'épiphanie, mais sinon le vulgus c'est que c'est pas marrant. Et en fait, on a articulé ensemble un principe qui est de dire, une fois que tu as la sécurité financière, tu peux accéder à la sécurité émotionnelle. Une fois que tu as la sécurité émotionnelle, vient le soin. Tu prends soin de toi. Et une fois que tu as pris soin de toi, alors tu peux faire de l'art, créer n'importe un gâteau, un tableau, un podcast, enfin faire de l'art, quoi. Et je pense que c'est venu aussi avec une sécurité financière pour moi, parce que c'est un principe qu'on connaît, hein, les meufs restent parce qu'elles sont moins payées, donc moi j'avais moins d'argent et je veux pas minimiser les relations que j'ai eues en disant je reste avec lui que pour l'argent, mais il y avait quand même quelque chose de cet ordre et j'arrive à être sincère là-dessus. Puis s'il vient me dire mais comment ça t'as dit ça dans ce podcast, je saurais lui expliquer qu'il n'y avait pas que ça, mais bon voilà. Et je pense qu'une fois que moi j'ai eu accès à mon indépendance financière, ça a tout changé. Parce que je pouvais faire des trucs qui, moi, me faisaient plaisir et pas dire « Oh, tu voudrais pas qu'on parte en week-end ?» Oh non, la flemme. Frustration. Ouais. Gna, ouais, build up. Et un moment... Voilà. Donc c'est un truc assez simple. Hein. Je n'ai pas inventé les tirs au but en disant ça, mais je veux dire, pour moi, c'est ça qui a changé la donne, quoi. Donc c'est ce que je dis quand je suis en public avec des personnes en face de moi qui sont victimes de sexisme, quel que soit leur genre d'assignation à la naissance, qu'importe ça. Je leur dis, ok, vous faites toutes et tous quelque chose dans votre vie
venez, on se met dans une position de pouvoir, dans le sens on peut le faire, et dans le sens de la force, quoi, intellectuelle, émotionnelle, hein, et en fait, à un moment donné, on prendra les clés de la boutique, et notre boutique est empathique, et il n'y a pas de hiérarchie dans celle-ci. Juste, il y a du réseau. Tu vois, comme nous, on ne se connaît pas, mais je suis venue dans ton podcast parce que je connais ta réputation et je sais que je peux te faire confiance en venant ici. Pour moi, c'est ça l'avenir, c'est le système d'échange local. Bon, bien sûr, j'adore l'argent, il n'y a pas de problème, hein, mais par ailleurs, c'est une donnée qui est aussi importante à mes yeux. J'aime beaucoup cette idée. Je sais, je te vois. Je vois que tes yeux brillent. Bah non, mais tu sais quoi, ils brillent. J'ai l'impression d'être comme un vieux. J'ai un œil qui pleure tout seul. Je ne comprends touche pas. Il y a une épidémie de conjonctivite en ce moment. Ok. Je pense pas que ce soit ça. J'ai mis des gouttes ce matin. Ça doit être ça. Mais bref, je pense que la lumière à 9h du mat, c'était trop. Non, mais en fait, j'adore. Ok, Kurt Cobain. J'adore l'idée, tu vois. Mais je sais pas, je pense qu'il y a un côté toujours ultra rationnel de moi qui me fait dire qu'en fait, si on observe rationnellement l'histoire de l'humanité, en fait, il y a toujours eu ces dissidents connards qui ont essayé d'abuser du pouvoir, qui est, je pense, intrinsèque à la nature humaine, sinon le schéma ne se serait pas répété à maintes reprises, et qui rend très difficile l'idée de vivre dans une communauté sans hiérarchie, où personne essaye de... Tu vois, il y a une étude que je trouve toujours très intéressante, que j'avais citée dans mon dernier essai. Si jamais je te propose... Bon, après, tu sais quoi, je vais pas te le faire parce que je pense que tu es trop bonne au sens propre non, et figuré. Hein. Non, je te la fais. Vas-y. Okay. Parce que j'adore l'argent, attention. Ok. Si jamais, demain, on te propose de gagner donc ton salaire à la fin du mois, tu gagnes 2500 €. Mais les autres, tes collègues autour de toi, sont payés 2200. Ou on te propose de gagner... il faut que j'arrive à faire mes maths. Ou on te propose de gagner 2700, mais les autres gagnent 3000. Qu'est-ce que tu choisis? Alors, moi, en tant que moi... Ouais, c'est pour ça que je voulais pas te la faire. Mais je crois que je sais déjà. Moi, en tant que moi, je prends 2700. Parce que s'ils sont heureux, ça veut dire qu'ils vont servir mon propos. Et ils auront envie de travailler avec moi. Et moi, je manquerai jamais d'idées pour gagner de l'argent. Parce que 80% des gens choisissent 2500. Ouais, je comprends. Ce qui veut dire, c'est un peu mon point quand même, il y a un lien avec ce que tu disais, à savoir que malheureusement, aujourd'hui, l'idée du bonheur qu'on se fait énormément dans la comparaison avec l'autre. Donc, par définition, je pense qu'une société où personne n'aurait la possibilité d'avoir plus ou de paraître plus heureux que l'autre ne pourrait être pérenne. Mais ça, c'est parce qu'on ne valorise pas... Tu vois, quand on est chez le CPE en 3e ou quand on est à France Travail, il n'y a pas de code ROM pour nos métiers, par exemple. Ouais. Je pense qu'on ne valorise pas... le bonheur individuel, c'est aussi d'être... C'est mon raisonnement de tout à l'heure, la sécurité émotionnelle, c'est-à-dire que est-ce que ce que tu fais là, c'est vraiment ce que tu as envie de faire, ou est-ce que tu le fais parce que, je sais pas, en l'occurrence dans nos métiers, parce que c'est facile, parce que parfois on fait des hold-up et qu'on est bien payé pour des opérations, parce qu'on est visible et que quand même on aime bien qu'on nous regarde, on aime bien qu'on parle de nous, on aime bien parler de soi. Enfin, c'est des questions qu'il faut se poser. Et je pense que si les gens, ils savaient exactement et ils avaient le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire, on serait pas dégoûté que les autres soient heureux, tu vois, et gagnent plus que nous. Moi, je m'en fous si tu gagnes mieux que moi, je m'en fous, vu que moi, je suis heureuse dans ma vie. Et je pense que tu gagnes mieux ta vie que moi. Oui. Peut-être. Mais tu vois, je suis trop contente pour toi. Mais parce que moi, je suis pas frustrée. Parce que si j'ai envie de partir en week-end, j'y vais. J'ai pas besoin de demander l'autorisation à quelqu'un. En ce moment, l'organisation, c'est un peu chaud avec le gosse, le chien, tout le bordel, le resto et tout. Mais en tout cas, c'est une option, quoi, un jour. Ouais, genre en mars, quoi. Non, mais t'as raison, c'est hyper intéressant. Mais je pense que... je crois que c'est même pas forcément lié avec le fait de faire ce qu'on aime. Alors, évidemment, je pense que c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Dans le sens où je connais beaucoup de gens qui font fondamentalement ce qu'ils aiment. Ok. Ça ne les empêche d'être dans une forme de comparaison. Et surtout, pour moi, le grand mal du siècle, c'est la volonté de toujours vouloir plus. On n'est jamais rassasié. Je suis d'accord avec toi. C'est un autre principe que j'aime bien rappeler. Quand les gens me disent « c'est quoi ton souvenir préféré ?» Mon jour préféré, c'est toujours celui qui est en train de commencer. Et attention, je suis pas naïve. J'ai longtemps dit la vie, c'est de mascarade, quoi, tu vois.
j'ai longtemps dit, ça n'est pas que je ne comprends pas le jeu qu'est la vie, c'est que ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressée par votre jeu. Là, aujourd'hui, je pense sincèrement que chaque nouvelle journée est la meilleure parce que, pour moi, j'ai déjà réussi. Mais pourquoi j'ai déjà réussi ? Parce que j'ai une sécurité autour de moi qui est financière, émotionnelle. Enfin, pardon, je rabâche un peu ça, mais parce que c'est un principe qui n'est pas très compliqué, je trouve. Et je ne vais pas dire, je sais pas, comme quand les gens te disent non, mais tu sais, l'amour, ça viendra quand tu t'y attendras le moins. Mais nique ta race, en fait, je m'y attends pas. Ouais. Et maintenant. Ouais, voilà, tu vois. Ouais. En fait, c'est un peu se forcer. Et c'est un exercice, pour moi, être heureux, c'est l'exercice le travail le plus compliqué qu'on ait à faire dans la vie. Justement parce que tu dis on veut toujours plus. Et en plus, on a une multitude de sources d'informations qui peuvent nous faire comprendre qu'on n'est pas les plus heureux. Enfin, tu vois, ou nous faire croire que. Mais la vérité, c'est que... comment dire ? Moi, j'ai vraiment fait une dépression pendant super longtemps. J'en ai fait 2, une à 20 ans, anorexie. Enfin, vraiment, je pesais 35 kilos. Là, j'en fais 70. Donc, tu vois, enlève 40 à ça, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais. Je sais ce que c'est que de vouloir mourir. Je sais ce que c'est que de passer de l'autre côté, du côté de la ligne où on n'est pas... J'ai compris. Un jour, je suis passée de l'autre côté. J'ai compris les gens qui sont cinglés, les gens qui violent, les gens qui agressent, les gens qui tuent. Je sais ce que c'est que d'être ding-dong dans sa tête. Donc, je me dis aujourd'hui, en fait, le plus gros travail qu'on a à faire dans notre journée, c'est d'arriver à repérer tout ce qui est optimiste. Là, tu avais du miel pour mon café. Franchement, j'étais trop contente. Sinon, j'aurais pas pu le boire. Tu m'accueilles, tu es en jog, c'est la première fois et tu t'es autorisée à faire ça. Je suis trop contente pour toi. Moi, j'ai pris le métro. Je me suis tapée toute la 5 quand même. Hein, donc, c'est une histoire. C'est passé hyper vite. Je suis trop contente. Ok, ça paraît un peu naïf, je suis pas Mathieu Ricard, je suis pas du tout bouddhiste, encore une fois, j'adore le pognon. Mais en fait, je me force, parce que si tu te forces à ne voir que bah oui, évidemment que t'es malheureux et frustré à la fin de la journée. Mais voilà, je sais pas comment dire. Ce matin, il restait un bout de pain chez moi, il était pas sec. J'ai mis du beurre dessus, c'était magnifique, quoi. Voilà, peut-être c'est un peu naïf, et tu vas dire, oh là là, mais celle-là... Non, je pense que les plaisirs simples sont souvent les meilleurs. Je me questionne quand même avant que tu arrives à ce stade, et tu nous parleras quand même aussi de ce qui t'a permis d'arriver à cet état d'esprit. J'ai 100 ans, meuf, déjà. Ouais, c'est vrai, ça aide. Comment on fait pour vivre dans un jeu qui ne nous intéresse pas ? Oui, c'est un gros problème. Comment t'as réussi ? Ça, c'est chiant. Ouais, par contre, lui, je suis sûr, il voit pas les trucs optimistes de sa vie. C'est sûr. Ah ouais, parce qu'attention, je dis ça, le pain et tout ce matin, mais je m'embrouille dans la rue. Je peux hurler il y a 3 jours, j'ai hurlé sur un mec, j'ai filmé, je peux te montrer après si tu veux. Ah ouais, grave. Sur une passerelle à Pantin, un mec en vélo qui nous a dit barrez-vous, alors que j'étais avec mon fils, mon chien et mon mec. Et vraiment, on lui a dit fais demi-tour, on va rigoler. Et il a fait demi-tour. Et je lui ai dit, je vais vraiment hurler dessus, je vous la fais sans les insultes parce que je pense que tout type de public écoute ton programme. Mais je vous la fais donc sans les insultes, vous pouvez fleurir à votre guise. Je lui ai dit, on sait très bien de quelle catégorie tu es. Tu es un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, tu as entre 50 et 100 ans, donc le monde t'appartient. Mais je te préviens, à un moment donné, si j'entends encore un mot sortir de ta bouche, tu vois mon mec à côté là, il va te jeter dans le canal et on rigole pas avec toi. Je mets le frein à la poussette et c'était il y a une semaine, tu vois. Donc, ouais, l'un n'empêche pas l'autre. Le calme et un travail. De longue haleine. Mais avant que tu arrives quand même à cette sorte, tu vois, d'équilibre, comment tu as navigué ? Qu'est-ce qui a fait que enfin, je vais le dire comme ça, mais je peux en parler parce que j'en ai parlé aussi, je sais ce que c'est d'être ding-dong. Comment c'est très joliment dit, hein. Ça pensait à crac-crac dans les Sims. Faudrait le rajouter. Qu'est-ce qui a fait que t'es pas passé de l'autre côté ? C'est pas facile de répondre à cette question. T'as le droit de réfléchir, hein. Ouais, je réfléchis un peu. Je pense qu'il y a la famille qu'on se constitue autour de soi, qui sont... On parle beaucoup de famille de cœur. Moi, je me suis toujours débrouillée pour m'entourer de personnes qui avaient des doses, des névroses similaires aux miennes. Donc, qui comprenaient, qui ne me jugeaient pas et avec qui on pouvait se morfondre le temps qu'on en avait besoin. Ça, je pense que ça compte.
CF, boire du vin blanc trop cher en terrasse alors qu'il pleut, hein, par exemple. Mais bon, à un moment donné, moi, je fais des cystites, donc je peux pas rester en hiver en terrasse trop longtemps. Pragmatique. Il y a la thérapie, bien sûr. Il y a beaucoup d'exemples beaucoup, mais ici quand même quelques exemples dans ma famille de gens qui ont décidé de ne pas continuer le jeu. Donc je sais que quand on décide ça, c'est un virus et que ça touche tout le monde. Ah, c'est vrai? C'est quand tu mets fin à tes jours, tu le fais comme ça touche tout le monde autour de toi, quoi. Oui. Les gens se demandent pourquoi, est-ce que c'est de leur faute, comment ils auraient pu aider, etc. Ouais. Donc je pense que d'avoir vu ça autour de moi, je me suis dit attends, mais il y a quand même bien un moyen de trouver un intérêt à cette facétie quand même. Donc petit à petit, puis je pense que en fait quand on est en survie, on survit, quoi. Donc on n'a pas le temps d'articuler, attends, comment je vais faire, combien de Doliprane il faut, enfin tu vois, genre puis je pense aussi que mon travail m'a vraiment sorti d'affaire, c'est-à-dire que j'ai jamais fait une ombre sur le fait que j'étais pas en forme parfois, et je me suis aussi entourée d'une communauté qui me suivait, qui était sensible autant que moi, voire plus, et qui m'aidait à trouver un sens, tu vois. Je pense que, encore une fois, si on allait vraiment super bien, on ferait pas le métier qu'on fait. Ça veut pas dire qu'on va pas bien, mais ça veut dire qu'on a besoin d'une reconnaissance de cet ordre-là. Franchement, je parle trop bien depuis tout à l'heure. Tant mieux. Si tu prends du plaisir, c'est le principal. Et j'espère que toi aussi. T'arrivais à... Je trouve que ce qui est très dur dans les phases où on va pas bien, c'est de réussir à être au niveau, justement, professionnellement. Parce que, en fait, à un moment, le capitalisme, il s'en fout que t'ailles pas bien, tu vois. Tu dois délivrer. Et je trouve que, c'est en tout cas personnellement comme ça que je le vivais, à la détresse émotionnelle et psychique s'ajoute la peur de ne pas être à la hauteur, la peur potentiellement de perdre ce qu'on a construit. Et avec tout ça, il faut faire preuve d'un minimum de créativité parce que sinon, ils prennent quelqu'un d'autre, quoi. Mais ça veut dire que tu ne faisais pas état publiquement de... non, moi j'étais dans un... Ouais. Non. Parce qu'en fait, on ne savait pas ce que j'avais. Enfin, on savait pas. La science ne savait pas ce que j'avais. Et le verbaliser, je pense, aurait signé la fin parce que, en fait, reconnaître que j'étais à ce niveau-là de détresse, le fait de faire semblant m'a aidé à juste show up les 1% que je devais show up, tu vois. Je te rejoins là-dessus. Et c'est par le travail, parce que je faisais un travail qui était valorisant. Tu vois, j'ai vraiment des souvenirs. Je jouais 3 bornes dans le 11e. C'est une petite salle de 20 places. Il n'y a même pas de toilette pour le public. Et en 2012, je jouais mon spectacle là-bas 3 fois par semaine. Et j'étais vraiment pas en forme du tout. Et par contre, quand j'étais derrière le rideau, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que j'ai une gastro, une dépression ou qu'importe, le rideau se levait et je jouais. Et en fait, je pense qu'il y a un truc de motivation quand tu fais quelque chose que tu aimes, ou en tout cas que tu es obligé de sortir, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, sinon, on sait que les jours n'ont plus de couleur et que, tu vois, si tu restes chez toi et que ça va pas fort, tu peux vraiment rester 7 jours à regarder tous les Twilight, puis Harry Potter, puis... Des K-dramas. Ouais. C'est fou à quel point le temps n'a plus de saveur, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est terrible parce que j'aimerais avoir ton avis là-dessus, vu que vous faites en effet ce super podcast avec Eva sur le care. C'est pas du tout un domaine que je maîtrise. Et en fait, ce que je trouve dur, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Tu me diras comme à peu près tout. Mais en fait, par rapport au care, tu vois, moi, je serais plutôt de l'école, du fait de mon éducation. Un peu comme je dis, genre, si je vais pas bien, en fait, je m'en fous, je vais m'en tenir à la discipline. Je vais pas m'écouter, parce que si je m'écoutais, je resterais toute la journée à regarder des K-dramas, et à la fin de la journée, je m'en voudrais encore plus de rien avoir fait, parce que société hyper productiviste, et en fait, cercle vicieux. Mais du coup, ce qui est assez contre-intuitif, c'est que j'ai l'impression que parfois, pour prendre soin de nous ou se sauver, enfin, je sais pas quel serait le terme exact, mais on a besoin de ne pas s'écouter, on a besoin d'avoir une forme de devoir à accomplir, parce que finalement, c'est tout ce qui nous reste. Je vais répondre à ça, une citation d'une artiste belge qui s'appelle Pélagique Baguidi et que j'ai interviewée pour un vernissage qu'on va faire ensemble à la Verrière à Bruxelles, et qui m'a dit « L'intuition est une connaissance ». Et pour moi, ce que tu décris là, ça veut dire qu'il faut
faire preuve d'intuition envers son état réel et se dire, ok, là, il faut que je me lève et que je fasse la tâche que j'ai prévu de faire. Genre, allez, j'en annule 5, mais j'en fais une. Parce que si on est aussi surmené en burn-out, en dépression ou malade, des maladies physiques qui sont parfois causées par des états de nerfs et de stress qui sont trop importants, c'est aussi parce qu'on a un FOMO, la vérité. De ouf. Et donc, tout ce que je dis ça, depuis le début, le puzzle que j'articule, pour moi, il est assez clair. Ça demande du temps, ça demande de se connaître, et donc ça demande notamment dans ces relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, de reconnaître une intuition quand elle pop-up, même si elle ne nous arrange pas. Cette personne, qui est mon amie, je sens que j'ai un mal-être en sa présence. Il faut s'écouter. Il faut soit le verbaliser, soit s'en écarter, même si c'est dur, parce qu'on est souvent seul à Paris et qu'on se constitue des familles de cœur qui sont nécessaires à notre survie. Enfin, je veux dire, tout ça, tu vois ce que je veux dire, il est question d'intuition. L'intuition n'est pas valorisée. L'intuition devrait être valorisée. Mais pas enseignée, même. Enfin, je sais pas si ça s'enseigne. Moi, perso, j'aurais bien aimé qu'on me l'enseigne un peu, tu vois. Mais je pense que ça s'enseigne. On est les enseignants de l'intuition. Ouais, il faut s'entourer de personnes qui réussissent à s'écouter et qui peuvent nous aider à le faire à notre tour. Ce que je te disais plus haut en disant on va prendre les clés de la boutique à un moment donné, ce que je disais quand je suis en public avec des gens, ça participe de ça. C'est des gens qui écoutent ton podcast et qui disent « Ok, attends, j'essaye. » Voilà. Et en fait, on n'a pas appris à lire ni à compter en 2 semaines, quoi, tu vois. Ben là, c'est la même chose. L'intuition, ça s'apprend pas en 2 semaines. Mais c'est quelque chose de tangible, de réel. Et après, bon, quand t'as un autre être vivant à t'occuper, je reviens à mon chien parce que c'est vraiment la base de tout, de ma relation amoureuse et de mon fils et de tout le monde. T'as rencontré ton mec parce que tu prenais ton chien ? Non, mais je suis venue à un premier date avec mon mec, avec mon chien. Ok. En pyjama. Ah ouais, donc là, c'était... Tu me prends comme je suis ou tu me prends pas ? Exactement. Ok. Et il a pris tout le package. Tout le package. Vraiment, tout le lot de 3 paquets de chips. Bien ouais. Ouais. On l'embrasse. Ouais, grave. Et comment... Enfin, attends, développe peut-être ton point par rapport à ton chien, après je te... Mais non, mais c'est lui qui m'a fait voir que mon intuition, elle était bonne. Si mon chien, il se tortille, ça veut dire qu'il est malade. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il sorte, il faut qu'il se dépense. Si mon chien, il est énervé... Enfin, tu vois, là, c'est manifeste parce que c'est un animal et que, bon, il n'a pas une palette d'émotions aussi large que la nôtre, vu que c'est un être sociable, mais qu'un compte avec les autres chiens et avec les humains. Mais bon, voilà, il doit pas ramener de salaire, boulon, tu vois. Mais bon, en tout cas, il m'a appris cette donnée-là et je l'applique à moi-même aujourd'hui. Il y a des fois, je t'apprends rien, on a des agendas qui sont avec parfois entre 10 et 25 points par jour. C'est trop. Et donc, parfois, je dis, ok, non. Parce que je sens que mentalement, je suis pas bien. Là, j'ai eu une crise de panique il y a le 2 novembre. J'ai failli me chier dessus. Vraiment, le truc réel, quoi. Pas genre, oh là là, je sais pas ce que j'ai un peu de... Tu vois. Non, vraiment, j'ai failli me chier dessus. Et j'ai su que c'était... Non, mais je suis sincère avec ça parce qu'en fait, il faut arrêter de romantiser aussi la dépression, la panique. Ça crée des hiatus physiques comme ceci. Et j'ai postillonné, je l'ai vu en direct. Et en fait, j'ai su que on a ouvert un restaurant avec le père de mon fils, ce qui fait beaucoup de choses à penser. Et Attends, citons-le, parce que c'est Anjar, c'est ça ? C'est Ajar. Ajar comme Émile Ajar. Ah oui. Ou Romain Gary, au choix. Ouais, voilà. J'irai tester, mais parce que ma communauté est très foodie. Donc, c'est vrai ? Ouais. Venez. Hein. Ouais. Franchement, voilà, on se sait. Ça tue. Spritz cornichon. C'est comme les spritz d'apérol, mais avec des pickles de cornichons dedans. Ok. C'est une dinguerie. Ok. Anyway. J'ai su que si je faisais le planning mental de mes 6 mois à venir, en fait, j'allais faire une attaque cardiaque. Donc, cette alerte-là, qui était extrêmement douloureuse, et j'étais seule avec mon fils, mon mec n'était pas là, donc j'ai vraiment eu peur, en fait, qu'il m'arrive quelque chose. J'ai été obligée de ralentir, de press pause. Tu romantises là.
Non, pas du tout, parce que le fil d'Ariane, si on le tire, j'ai fait un podcast de méditation parce que j'ai failli crever de stress. Donc, là, j'ai eu une alerte, ça faisait C'était ça qui a été le déclencheur de ton podcast. Bien sûr, j'ai failli crever. J'ai fait un infarctus de stress. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a une différence entre se chier dessus et mourir. Quand tu meurs, tu te chies. Ok. Tu savais pas? Non. Le corps se vide. D'accord. Il dit ok, bye. Comme s'il pointait à la sortie de l'usine, mais en def, quoi. En un peu plus. Donc, t'as fait un infarctus. De panique, de stress. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? T'as appelé les urgences? J'ai appelé les urgences. Je me disais, j'ai mal au ventre. Tu sais, j'ai mal au ventre, voilà. Pourtant, on m'a enlevé la vésicule biliaire, ça n'a pas suffi. J'ai dû manger de la pizza hier soir. La tomate était trop aillée, mais ça n'est pas passé. Et j'ai appelé les urgences et j'ai dit, je sais pas, j'ai mal. Il me dit, où? À la poitrine. Il me dit, vous avez mal au bras? J'ai dit, lequel? Le gauche. Ouais. Ah, on arrive tout de suite. Et ils sont venus, ils m'ont mis les trucs là pour voir. Je suis pas médecin. Les électrodes, exactement. Et ils ont dit, vous venez c'est une alerte de votre corps, c'est un infarctus psychosomatique, c'est une alerte, il faut vous arrêter. Alors à partir de là, j'étais obligée de méditer, même si c'est très relou de méditer. Bonsoir et merci de prendre. T'aimes bien les SMR? Non. Ouais, phobie. Voilà. Ouais. Moi aussi, je suis un peu misophone. Donc non. Et comme j'étais obligée d'en écouter, j'étais là genre, allez. Quand est-ce que ça démarre? Voilà, exactement. D'où la création d'un podcast de méditation en hypermarché. Comme ça, on rigole en même temps qu'on se détend. Tiens. C'est énorme. T'as capté? Ouais, j'ai capté. C'est celui sur le ton à la... Ouais. À la recherche du ton à la catalane. À la recherche du ton à la catalane. Qui s'arrête bientôt d'ailleurs. Ok. Après 120 épisodes de cette blague. Ouais, profitez-en tant qu'il est encore temps. Ouais. Mais par contre, moi, j'ai juste envie de dire, j'ai envie de te faire un énorme big up d'avoir su, d'avoir agi. Combien de personnes, on est tellement poussé à refouler nos mots, M-A-U-X, parfois M-O-T-S. Allez, le langage des oiseaux is on. C'est clair. Mais qu'est-ce qui serait passé si t'avais pas appelé les urgences, tu vois? Je pense que j'aurais calanché. C'est fou. Ouais. Je sais pas ce que ça te provoque, ce que je dis, si tu te dis ouais, ok, ou si tu te dis concrètement, vas-y, je vais enlever des trucs dans mon agenda d'ici la fin du mois de janvier. Non, la vérité non, mais je me dis, je vais plus m'écouter. Après, franchement, je pense que j'ai de la chance. J'ai pour l'instant très peu de signaux physiques comme quoi ça va pas, mais je sais que c'est arrivé à tellement de personnes autour de moi que je prends de plus en plus conscience que le jour où ça arrive, faut pas le négliger, quoi. Faut pas le minimiser. De toute façon, t'as pas le droit. Hein. T'as pas le droit, t'as pas le choix. Tu peux pas. C'est pas genre une douleur circonscrite. Oui, non, mais c'est sûr que là, de l'infarctus, c'est pas le truc. Allez, je fais avec. Hein, je gémissais, plié en deux dans mon appart. J'étais là, genre. Vraiment, c'était horrible. Et évidemment, dans ces moments-là, c'est marrant, je viens de regarder le vlog de Léna sur quand elle a eu son truc au ventre, là. Évidemment, à ce moment-là, j'ai appelé l'ensemble des 20 personnes qui constituent mon cercle 1, 2 et 3. Personne n'a répondu. Enfin, tu vois, genre, j'ai failli appeler ma dentiste rue Saint-Antoine que j'avais il y a 10 ans, tellement... évidemment, dans ces moments-là, t'es face à toi-même, quoi. Et face à, qu'est-ce que je veux faire de ma suite? Et en l'occurrence, moi, j'ai pas peur de mourir, mais j'ai pas envie. T'as peur ou t'as pas envie? C'est quoi, toi? Comment t'es pas? Alors moi, depuis que j'ai eu mon épisode de santé mentale très difficile et que la mort m'a paru plus séduisante que la vie, j'ai pas mal relativisé. En fait, je me dis, en fait, j'ai pas envie de mourir. Ça me ferait vachement chier que des personnes que j'aime meurent, vraiment. Je crois que c'est plus par rapport au suicide où en fait j'ai vraiment changé d'avis, où il y a quelqu'un de ma famille qui s'est suicidé par le passé et j'ai toujours trouvé ça très égoïste en grandissant, en mode mais il laisse des enfants derrière, nanana. En fait, la vie c'est un choix. Donc à partir du moment où on n'a pas choisi d'être ici, si tu veux choisir de t'arrêter, t'as le droit en fait. Donc c'est plutôt ça que je relativise en mode tu sais quoi, si un jour ça devient trop dur, on a encore ce choix là, tu vois. Ouais. Même si c'est un virus. Ouais. Mais c'est vrai.
c'est pour ça que la méditation, ça m'a au moins amené ça. Et ensuite, moi, j'ai toujours été un peu genre spirituelle, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas connectée à quelque chose. Mine de rien, et franchement, c'est moi qui dis ça, donc faites-moi confiance. Mine de rien, la vie, c'est magnifique. Et on a tous déjà réussi, puisqu'on s'est levé ce matin. Ça suffit, en fait. Tu vois, il n'y a rien de plus sorcier que ça, finalement. Et la vie est dans tout et n'importe quoi. Il y a un mec qui s'appelait Baal Shem Tov qui disait le Dieu, en l'occurrence, j'appelle ça comme ça, mais c'est lui je le cite, quoi, est partout et en tout. Et pour moi, la vie est en tout et partout. Et c'est magnifique, quoi, de se dire ça. Là, on est 4 êtres vivants dans la même pièce et on s'écoute, on se regarde. Et pour moi, cette énergie tournée vers un même point, c'est ça la foi. C'est pas plus compliqué, tu vois. Il n'y a pas à aller réparer Notre-Dame. Non, je rigole. Non, mais je m'en fous. Ça devait arriver. Non, je m'en fous un peu des représentations, tu vois, les ors et les machins. Je trouve que, oui, bien sûr, il faut intéresser les gens. C'est comme une série. Si c'est un truc scandinave où il se passe rien, tu filmes un lac pendant 2 heures. Bon, à un moment donné, c'est un fond d'écran, c'est pas une série. Donc, je comprends que il y a eu à un moment donné besoin de représentation. Mais pour moi, la foi, tout le monde y a accès à partir du moment où tu acceptes de ne pas klaxonner alors que tu voulais le faire quand tu es dans ta voiture et que tu es saoulé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand est-ce que tu as vraiment su que tu voulais être maman ? Figure-toi qu'il n'y a pas longtemps. Hein. Ouais. Ah oui, parce qu'avant, j'étais vraiment pas dans ces histoires, moi. Bon, déjà, j'avais pas... Pour moi, il fallait vachement d'argent pour avoir un enfant, tu vois. En plus, à Paris et tout, machin. Il fallait quand même quelqu'un au bout qui sache à peu près faire la vaisselle, tu vois, parce que sinon, si ça commence mal dès ce moment-là de la vaisselle, tu dis aïe, 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 c'est la fin de mon existence telle que je la connais. On a fait un docu-fiction sur France TV Slash avec Océan qui s'appelle Faire Famille, où on articule le désir d'une femme de 38 ans, donc à savoir mon âge à l'époque où on a fait le documentaire, qui n'est pas en relation et qui se demande si elle veut des enfants. Elle est suivie par son meilleur ami qui est un mec trans, donc si c'était pas un mec trans, ils auraient pu envisager une pipette à Doliprane et une fécondation comme ça à faite maison. Mais sa transidentité fait qu'ils doivent aller voir des gens, des spécialistes de la PMA en Belgique, etc. Moi, c'était vraiment de la fiction à ce moment-là. On a été voir pour de vrai des spécialistes de la fertilité, notamment Meryl Toledano, qui est une spécialiste de la fertilité dans une clinique à Paris, qui est géniale, qui est trop sympa. Et elle m'a dit, il faudrait que vous fassiez un test de fertilité pour les besoins du docu-fiction, quoi. Et j'ai dit, mais pas du tout, je suis hyper stressée à l'idée de faire ça. Enfin, ça veut dire quoi si je découvre que genre, il me reste un ovocyte, je vais vraiment me mettre à la colle comme à mes 15 ans avec le premier mec venu rencontrer sur un parking du Auchan samedi soir à la fermeture. Et en l'occurrence, je vaux mieux que ça, quoi. À la fin de ce documentaire, je rencontre le père de mon fils. Mon chien, on va en week-end, on se fait à manger, c'est génial. Le documentaire, pendant ce temps, se monte. Il y a une avant-première à laquelle nous assistons tous les deux, sans le chien. Et en sortant de là, il me dit mais attends, mais c'est de la fiction ou c'est de la réalité ? Je comprends pas, parce que moi, je forçais un peu le trait de la meuf qui se demande si elle veut un enfant, tu vois, genre, mais je sais pas, est-ce que moi, je veux être père, je veux pas être mère, je suis prête à être père, parce que dans ma représentation d'un père, voilà, il est là... il t'emmène au McDo et il dit « Alors, la puce, ça va ?» mais voilà, et mon mec me dit « Mais comment ça ? Enfin, moi, j'aimerais bien faire un bébé avec toi. » Et en fait, 2 semaines après, on attendait notre fils. Et c'est ton gars ? Ouais. D'accord, ok. Ouais. Ah ouais, donc, ok. Le mec t'a dit ça au bout de... Quelques mois de relation. Ah, quelques mois, d'accord. Je pensais que c'était le 2e date. Et j'étais là, waouh, un peu red flag. Non, vraiment. Je veux un bébé avec toi. Un truc, un Netflix, ces trucs. Ouais. Ok. Non, ouais, c'est comme ça que ça s'est mis. Alors oui, on a fait un enfant... ça faisait quelques mois qu'on se connaissait. Après, encore une fois, j'avais 39 ans, donc 5 minutes, tu vois. Et j'ai vraiment... Et t'as stressé ou pas parce que du coup, moi, mon agent que j'embrasse, elle a eu sa première fille à 37 ans. Et genre, c'est à base de grossesse gériatrique. Ouais, non, on m'a pas dit ça. Okay. On m'a pas dit ça, mais parce que j'étais au courant qu'on pouvait me dire ça.
Et que, en fait, j'ai la chance d'avoir articulé un discours quand on me fait chier, qui est assez... qui stoppe net tout désir de m'emmerder un peu plus loin. Donc j'ai dit, vous me parlez pas de mon âge, je suis en très bonne santé, je bois pas, je fume pas, je me couche à 21h45 tous les soirs, donc à un moment donné, si vous voulez me parler de mon âge, très bien, mais on fait des tests et on voit que j'ai le sang dans une santé extraordinaire, quoi. Mon liquide placentaire, il n'y a pas de raison qu'il soit... Parce que c'est ça qui craint quand tu es un peu âgé, le placenta est de moins bonne qualité et du coup c'est ça qui peut être dangereux pour le bébé. Mais par ailleurs, si tu as une hygiène de vie au top, oui, tu as tes règles depuis plus longtemps, donc tu as une réserve ovocytaire qui est moins importante, mais ça mis à part, arrêtez de venir nous emmerder avec vos grossesses gériatriques. Pareil pour le poids. J'ai vraiment... en fait, je me suis pesée une première fois quand je suis tombée enceinte, parce que voilà. Mais comme je suis une ancienne anorexique, moi, si je me pèse une fois, je me pèse 60 fois par jour. Donc, mentalement, c'est pas OK pour une grossesse d'une meuf d'être obsédée par ça. Et j'étais là, genre, OK, ce pain, c'est du pain blanc. Donc, ça veut dire que la farine, ça va devenir de la colle dans mes intestins. Donc, ça veut dire que je vais grossir. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse attention. Donc, ça veut dire qu'il faut que je jeûne de ce soir à demain pendant 24 heures. Tu vas rien que dire, penser, ça m'enlève le souffle. Ouais. C'est fou à quel point, même quand c'est... Attends. Non, mais t'as le droit de reprendre ta respiration. Non, mais c'est en mini crise de... Ok. Mais alors, plus soi, malheureusement, comme une femme sur 3, victime de troubles alimentaires. Et je sais plus à qui j'en parlais récemment, qui me disait tu veux de l'eau? Ouais, attends, moi je suis là, tu sais, je m'honore. Non. J'ai toujours le Ferrero Rocher. En fait, il faut se rendre compte à quel point ces discours qui sont soi-disant bienveillants sont très dangereux pour nous qui sommes poreux et poreuses et influençables par ce qu'on attend de nous. Or, un système blanc, mince, affamé n'est pas un système qui crée. Voilà. Ne parle plus. Merci. C'est avec Sophie Fontanelle qu'on disait ça, non? Je crois qu'avec Sophie Fontanelle, on disait, en fait, ce qui est terrible avec le trouble alimentaire, c'est que, en fait, t'en sors jamais vraiment. Non, jamais. Et ça, c'est moi un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal, parce que je suis vachement dans le contrôle. Et donc, pour moi, je t'ai passé au-dessus, tu vois. Jure. Ça se voit absolument pas. Ah, c'est vrai. Et du coup, j'étais là, mais en fait, je ne veux plus de ça dans ma vie. Pourquoi tu... Après, c'est franchement, ça va, je m'estime chanceuse, mais j'ai quand même parfois des relents. Quand t'es passé par une phase de trouble alimentaire, ou même, je pense, quand t'es une femme de manière générale, tu peux pas te faire un putain de repas sans avoir une once de culpabilité derrière. Et c'est pas normal. Je pense que pour moi, le sport a été une manière de changer ça un peu. Parce que tu sens ton corps. Et en fait, moi qui fais entre 70 et 75 kilos pour 1m60, si je fais du sport 3 fois par semaine, j'en ai rien à foutre de peser 75 kilos. Mais vraiment, raf.com. Nom de domaine déposé, à l'INPI, tout le bordel. Mais pour ça, il faut prendre soin de soi. Et on en revient à la sécurité émotionnelle. Et là, si tu veux prendre soin de soi et faire du sport, il faut un peu de sous parce que personne ne va soulever des trucs à boulevard Richard Lenoir alors qu'ils sont par terre dégueulasses dans la rue. Il y a un module de sport qui est accessible à tous et toutes. Ouais, je vois. Mais c'est bon, enfin, tu vois. En fait, après, il y a des gens qui courent. La course, ça reste accessible. Ah ouais, moi je déteste. Ouais, moi aussi. Pour s'entendre, hein. J'ai testé le running club pour faire plaisir à un ami. Ouais. Alors, l'aspect social est intéressant. Ouais. Je pense que c'est même plus sociologiquement intéressant que sportivement intéressant. Mais la vérité, c'est que ça reste en fait... Et franchement, big up à tous les runners. Hein. Mais moi, mes poumons, en fait, tu vois. Ouais. En fait, j'ai envie de vomir at some point. Donc, la danse, non. Donc, à partir de là, c'est ça, c'est ludique. La danse. C'est ludique. Moi, j'ai une théorie sur les mecs qui courent à 6h du mat. Franchement, divorcés, hein, sinon. si vraiment ça va pas, c'est pas grave. Enfin, même elle sera contente hein, de pouvoir évoluer auprès de quelqu'un qui est là le matin. Quoi, tu vois. Qui ne s'enfuit pas à la première heure. Exactement, c'est vraiment fuir en courant. Donc c'est fact. Enfin, tu vois. Mais du coup, tu as réussi pendant cette grossesse à ne pas psychoter par rapport à ton poids? Non, je psychotais pas parce qu'en fait, j'ai pas pris énormément de poids. Parce que j'étais très active, j'ai pu avoir une grossesse où j'ai fait ma vie jusqu'à 8 mois de grossesse. Ah ouais. Donc voilà.
J'ai pas vraiment arrêté de travailler d'ailleurs, mais j'ai lâché un peu le truc. Mais ouais, c'est spécial. Déjà, les injonctions, la charge mentale qu'on a réussi à articuler depuis quelques années nous sautent aux yeux. Mais quand tu es enceinte, ouais, c'est un autre délire encore parce que les gens ont le droit en fait de te toucher. Enfin, le droit, se donne le droit. Ouais, enfin, après, tu vois, les examens et tout. Ah oui, pour les professionnels, tu veux dire. Oui, pas oui. les... non, ouais, les ouais, gens... ouais. Ah non, personne m'a touché. Oh, waouh, ça aurait... Oh, putain. On aurait rigolé, vraiment. Des gifles. Ouais, mais dans le métro, pareil, les gens se lèvent pas. Ouais, et je me suis énervée à de nombreuses reprises en disant, en fait, montre-moi ta carte d'invalidité, quoi, frérot. Ou alors, bouge ton cul rapidement, quoi. Voilà. Le calme est un choix. Que je n'ai pas choisi. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, ces 9 mois de grossesse? En vrai de vrai, je suis pas pro-natalité et tout, je m'en fous. Je pense que chacun articule sa vie comme il veut. Pour moi, un bébé, ça peut être un projet aussi, donc tranquille, quoi. Pour moi, en fait, avant, j'étais toujours... c'est marrant, j'ai déjà dit ça cette semaine à quelqu'un à un moment donné. J'étais toujours ronchon d'une manière ou d'une autre, soit pas à ma place, soit le cul entre deux chaises, soit comme... Enfin, je suis ce qu'on appelle un peu vulgairement un transfuge. Donc, ouais, je me sentais toujours en infériorité d'une manière ou d'une autre. Ce que ça m'a appris, c'est que si j'étais comme ça, c'est parce que quelqu'un me manquait, mais je pouvais pas savoir parce qu'il n'existait pas. Et cette personne, c'est mon fils. Et quand je l'ai rencontré, ça fait pas ça à tout le monde, c'est pas obligé. Mais moi, quand je l'ai rencontré, j'ai dit « Ah, mais d'accord, il était là. » Donc ça m'a fait ça. Je pensais vraiment pas dire ça un jour, hein, parce que si j'entends ça dans un podcast, je vais dire « Oh, come on !» tu vois. Mais en vrai de vrai, je suis trop contente d'avoir quelqu'un d'autre que moi à m'occuper. J'ai une théorie qui est un peu... je pense que c'est pas safe de dire ça, mais tant pis. C'est pas grave, disclaimer est fait, c'est bon. De plus en plus, je me méfie des gens qui ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Alors qu'avant, ça ne me posait pas de problème, tu vois. En plus, je suis dans un milieu où l'égocentrisme est une survie. Donc, voilà. Mais là, maintenant, et c'était déjà un peu le cas avant la naissance de mon fils, mais là, vraiment, ça m'apparaît comme... moi, c'est un choix. De fait, je dois m'occuper de quelqu'un d'autre que moi. Là, mais en fait, je crois que si on n'a que soi à s'occuper, eh ben, c'est là qu'on devient fou, en fait. Voilà. Après, ça peut être... C'est une théorie intéressante. Hein. S'investir dans une association... parce que j'ai un pote qui n'a pas d'enfant et il a fait le secours pop à Noël. Je peux te dire que le lendemain, il nous a pris dans ses bras en disant « Est-ce que ça va toi, quoi ?» Enfin, je pense que décentrer son attention de soi-même, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur soi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller en analyse. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Enfin, il faut se sentir soi en faisant du sport, en faisant une thérapie. Mais par ailleurs... le monde est vaste, on n'en aura jamais fini de rencontrer tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que j'incite les gens à ne pas se suicider, parce que vous n'aurez jamais fini de rencontrer tout le monde, notamment des gens qui vous rendront heureux. Et voilà. T'es toujours en thérapie ? Alors, j'ai fini ma thérapie, mais je fais un podcast qui s'appelle Tiroir Caisse, qui est un podcast de parentalité que je fais avec ma psy. Ah, trop bien. Donc... Tu prends des séances gratos. Ouais, c'est ça. Ok, on connaît. Donc, je serai toujours en thérapie d'une manière ou d'une autre. Ouais. Je suis suivie par un éthiopathe, un énergéticien. C'est quoi un éthiopathe ? Je sais même pas comment expliquer. Okay. C'est un mélange entre ostéo, médium, chiro, kinésiologue, j'en sais rien en fait. C'est un bon, bail. il fait du bien, c'est le principal. Ouais, de ouf. La première fois que je suis arrivée dans son cabinet, il m'a dit « Oula, vous n'êtes pas toute seule, il y a beaucoup de fantômes derrière vous. » J'ai dit « Ah, mais oui, mais je sais. C'est ça que je ne dors pas. » Chassez-les, s'il vous plaît. T'as un podcast, je pense, que beaucoup de gens connaissent de toi, c'est « À bientôt de te revoir », qui est un merveilleux podcast qui, je trouve, a beaucoup dénoté par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Moi, ce que je me demande désolée en pensant à moi, mais c'est vraiment... Pourquoi j'ai pas été invitée ? Non, pas du tout. Alors lol, je serai jamais, j'espère, sur des personnes. Non, mais c'est vraiment un truc qui me travaille, non pas que... ça fait trop disclaimer, j'ai la flemme, je vais juste poser ma question. Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais après un tel succès ? Tu vois, comment tu arrives à ne pas te comparer à toi-même ? Oh, j'adore, c'est trop mignon. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ok.
Quoi ? Tu t'es pas foutu une pression un peu de putain, non, il a pas du tellement marché que. Mais non, pour moi, j'ai déjà réussi. Ouais. C'est hyper sain, t'es hyper saine. Bravo. Franchement, je vais pas te mentir, j'en ai fini de l'autodestruction, mais l'anorexie, c'est une partie. Après l'anorexie, j'ai réussi parfois, quand j'étais fâchée, à me mettre des gifles devant le miroir, tu vois. Enfin, je suis hyper saine, mais c'est pas... c'est pas arrivé du jour au lendemain. Je suis pas Ariana Grande à dire oui, mais franchement, c'est un chemin, quoi. Merci déjà Pourra bientôt te revoir, parce que pour moi, on est vraiment une petite communauté, quoi, tu vois. On n'est pas non plus... Pour moi, c'est une ref. Ah, c'est vrai, ça me fait trop plaisir. Ouais. Eh ben, écoute, j'espère pouvoir continuer d'être une ref pour toi à l'avenir. Qu'est-ce qui te drive alors, si c'est plus la recherche de réussite ? J'aimerais bien faire réussir à faire que d'autres gens se sentent comme moi, j'arrive à me sentir aujourd'hui. C'est pas que généreux, parce que pour ce faire, je vais te payer. Tu vois ? Donc, ça va 5 minutes, prêchi-prêcha, mais oui, je prends des initiatives capitalistes, genre ouvrir un restaurant. Donc, on va nourrir les gens, ok ? Besoins physiologiques, très bien. Mais en échange, ils vont nous donner des sous. Et en échange, ils auront un bon souvenir, un endroit safe, des soirées où ils pourront potentiellement rencontrer des gens. Donc, je crois que tout ce que j'ai fait, c'est de faire des câlins virtuels aux gens et leur dire « Ok, vous n'êtes pas tout seul ». Et là, c'est un endroit physique où les gens vont pouvoir se faire des câlins en vrai. Belle métaphore. Quel projet est-ce que tu refuses ? Quand c'est trop loin de chez moi. Okay. Là, j'ai refusé un film qui se tourne en Espagne et il y avait 5 allers-retours. Donc, déjà, c'est en Espagne et j'avais pas envie de partir 2 semaines de chez moi. Et en plus, j'ai pour l'instant une bonne réputation green et j'essaye de faire pour que ça continue. Alors, j'étais dégoûtée parce que j'avais vraiment envie de jouer dans ce film. Mais j'ai préféré ça. Je refuse, je sais pas. Même toi, qu'est-ce que tu te refuses à faire, tu vois ? Ah ouais, ok, alors ça ouais. Écrire un film ? Je pense que je suis pas capable. Pour l'instant ? Ouais, pour l'instant. Mais bon, quand ? Tu vas dire, c'est pas maintenant. Bon. Almodovar, ça va, il est pas tout jeune. Hein. Oui, mais il a commencé jeune. Tu vois, j'ai pas de référence, certainement que ça existe. Hein, de gens je pense c'est un biais qu'on peut commencer à avoir, de se dire c'est trop tard, alors que... Ouais. Enfin, moi, de l'extérieur, après, peut-être que je dis ça maintenant, mais j'ai vraiment la conviction qu'il est jamais trop tard. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire que t'as pas fait ? Qu'est-ce que tu t'autorises pas à faire ? Attends, j'y ai pensé en plus la dernière fois. Ça, sois sincère, hein, tu me réponds pas je sais. Soupe de de melon. Non. C'est pour ça que je vais réfléchir. Dame, la dernière fois, je me suis dit, la prochaine fois, je répondrai ça. Ah oui, mais tu vois, tu y avais réfléchi. Non, mais parce qu'en fait, oui, on m'avait posé la question et j'avais répondu, genre, c'était avec Walidia. J'avais répondu avoir une émission et tutti quanti, mais en fait, je m'étais dit après, non, mais en fait, il y a des trucs beaucoup plus... Intime, je sais pas. Ma notion de l'intimité est pas... Ce que je m'autorise pas à faire, mais que j'ai pas envie de faire non plus, c'est la politique. Hein. Ouais. Tu vois, si la politique était un milieu plus bienveillant, j'y serais certainement, mais en fait, là, je suis pas masochiste. Mais ça me rassure parce que ça veut dire que tu as un ego qui est quand même tangible. Parce que les gens qui font de la politique, pour moi, c'est des gens... C'est nous fois vraiment « regardez-moi ». D'accord, quoi que je dise. Mais tu vois, regardez-moi. Moi, en fait, j'ai jamais eu cette image de la politique parce que j'ai été dans des études sur le sujet et que j'ai vu les gens. Enfin, en fait, il faut être hyper altruiste. Je veux dire, pour être politique, t'imagines, tu te fais cracher dessus à longueur de journée. Donc, je sais pas pourquoi les gens sont en effet persuadés que c'est des gens qui s'adorent. Enfin, pour moi, tu t'adores plus en étant mannequin ou acteur qu'en étant politique. Oui, mais où tu gères des merdes toute la journée. Personne ne t'écoute quand t'es mannequin ou acteur.
quand t'es politique, c'est quand même toi, t'as là pour le coup, t'as la France dans la paume de ta main. T'en as deux, hein. T'as le président et le Premier ministre. Les autres, ce sont des pions. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que, moi, je vois pas ça comme un sacerdoce. Je n'arrive pas à y croire à l'altruisme politique. Parce que... Écoute, moi, comme j'en ai rencontré qui voulaient vraiment changer les choses, parce que ça reste le lieu pour changer les choses. Ouais. Voilà, j'ai une forme de naïveté par rapport à ça, et je pense que t'es en effet corrompu en évoluant. Voilà, on a vu des exemples. Mais résultat, le fait est qu'aujourd'hui, je pense que c'est un milieu qui, pour le coup, ne te rend pas heureux. Donc, égoïstement, je me vois pas y aller. Sauf en Nouvelle-Zélande, peut-être, ou dans des endroits où ils ont réussi à articuler. Les araignées sont un peu trop grosses. Peut-être pas là-bas. Mais en fait, je trouve ça intéressant, juste l'impact que tu peux avoir. Enfin, moi, c'est ça qui me drive. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que si t'es Simone Veil, t'es contente d'avoir pas lâché l'affaire. Enfin... Juste merci Simone, quoi. Si Simone, elle avait eu le même raisonnement égoïste que moi, en mode les gens sont un peu méchants quand même, je vais pas y aller, ben. Ouais, mais c'était elle avait bourlingué, si tu vois ce que je veux dire, Simone. Avant. Donc le gouvernement, elle disait c'est rien pour moi. Ouais, mais le problème pour moi, en fait, aujourd'hui, ce qui m'inquiète au-delà de moi, c'est que je pense que beaucoup d'autres ont le même mode de pensée. Et on est de plus en plus allé dans le privé pour faire bouger les choses, ou alors dans le militantisme. Mais qu'en fait, du coup, je me dis, bon, bah, si plus personne de cool ne veut aller en politique, bah en fait ça va être de pire en pire. Il n'y aura que ceux dont on ne veut pas en fait. C'est une discussion qu'on avait avec Isabelle Giordano qui est à la tête de la fondation BNP Paribas, qui est une fondation qui aide 300 associations dans les domaines éducatifs, social, culturel. Donc tu vois, bon, les 3 fers de lance qui font qu'une nation est OK ou pas, quoi. Et je lui disais, mais à quel point... à quel point vous êtes fréquentable, vous, en tant que fondation privée, d'une banque qui... voilà. Et ce à quoi elle me répondait que, en fait, ils étaient la béquille du public, puisqu'on allait de plus en plus vers un système qui était libéral et plus du tout de répartition on n'est plus dans un état-providence, quoi. Et du coup, elle disait, je suis d'accord, c'est chiant, mais plutôt que de dire, c'est chiant, bon, allez, elle dit, nous, on agit vraiment comme une semelle, une béquille, voilà. Et bon, on le voit avec, tu vois, il y a des gens qui ont fait de la politique, je pense à Benoît Hamon, qui faisait de la politique et qui maintenant est à la tête de Singa, qui est une assoce qui aide les personnes étrangères qui viennent travailler en France à leur trouver des visas, à leur faciliter la vie et à minimiser le racisme duquel ils peuvent qu'ils peuvent rencontrer. Bon, je dis ça, je schématise, mais bon, c'est la vérité. Et je pense qu'il ne faut pas trop diaboliser le privé, même si en effet on est dans un pays où on a un système de santé qui est extraordinaire, etc. Bon, il faut aussi se battre pour, quoi. Donc ça veut dire faire la grève, donc ça veut dire accepter qu'il n'y ait pas de RER. Enfin, tu vois, c'est des trucs concrets encore une fois, mais c'est faut soutenir, quoi. Là, il y a une grève il y a quelques jours. J'ai pas vu l'entièreté de mon Instagram être vent debout pour cette grève. Donc je m'interroge sur les réelles motivations des gens. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? J'ai accouché au mois de mars, donc... voilà. Là, c'est c'est une belle réponse. Ouais, tu niques un peu tout le monde. Non, mais non. Right. Non, mais c'est vrai. Combien ? 29. Ok. J'ai adoré. Ok. Ouais, c'était génial. Waouh. Bah, ça donne, je pense, beaucoup d'espoir aux femmes qui nous écoutent. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait mon podcast, pour dire que c'était cool, en fait, tout ça. Si tu pouvais mettre entre toutes les mains des personnes qui nous écoutent un livre ou une ressource, ça peut être un docu, un film. Scum Manifesto. Qui t'a particulièrement touché. Ok, pas besoin de terminer. Scum Manifesto, extraordinaire, pamphlet pour dénoncer l'hétérosexualité en tant que système, l'hétéropatriarcat bourgeois, blanc, etc. Qui est un livre à mettre entre toutes les mains, même s'il est extrêmement violent. C'est la base d'une réflexion sur l'empathie et qu'est-ce que peut être une société quand on enlève l'ego de la société et la brutalité. Si tu pouvais entendre quelqu'un sur ce podcast, qui est-ce que tu aimerais entendre ? Toute période confondue ? Non, faut vivant. Ah, c'est des gens qu'on va recevoir par la suite. Ah, d'accord, ok. Potentiellement. Ok.
Tu as déjà reçu Delphine Orvillard ? Non. Eh ben, ouais. Ouais, c'est vrai. Je l'ai déjà écouté en plus sur Femmes Puissantes. Et enfin, la dernière question du podcast. Si demain, tes podcasts n'existaient plus, Ok, Jodassin. Si jamais tout ce que tu as créé, que ce soit des films, des séries, des docs, ne peut plus se trouver sur l'internet, et que tu dois dire au revoir à ton mec et à ton fils et à ton chien. Ouais, c'est un peu scénario catastrophe. Mais tu peux leur laisser une petite feuille avec les 3 enseignements qui sont le plus précieux à tes yeux. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Je vais pleurer. C'est bien, ça fera une belle séquence d'émotions. T'es pas obligé de les faire aussi catastrophe à chaque fois, c'est trop violent pour les gens. C'est vrai ? Mais il faut qu'ils se mettent dans la situation pour pouvoir sortir les 3 enseignements. Je veux dire que ça va être trop lourd, cette question. C'est dur, hein. Franchement, c'est chaud. Tu sais, si jamais tu pouvais leur transmettre en mode, écoutez, vous n'avez plus... Je chialer, c'est folle celle-là. Mais c'est horrible, mon fils. Vous n'avez plus un de moi, mais vous avez ces 3 enseignements. Après, moi, je suis assez persuadée que c'est de se mettre dans des situations comme ça qui nous fait rendre compte de la chance qu'on a de ne pas je l'être. sais, hein, c'est bon. Moi, Pas besoin de me le rappeler. Ok, on a un petit carnet à la maison qui s'appelle le carnet des amoureux, dans lequel on note toutes les choses qui nous ont fait rigoler ou qui nous ont émus. Donc, je mets simplement en évidence ce carnet pour qu'ils puissent continuer de se souvenir. Le devoir de mémoire. Ok. E-score. Trop chouette. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu aimerais parler ? Toi. Trop tard. Tu peux entendre un peu de moi dans tous les podcasts. Mais peut-être je t'inviterai à mon tour à un moment donné, on sait pas. Ouais, bon alors sur... révélation cryptique. Cryptique. À bientôt. On n'a pas les mêmes refs. Non, attends. Avant le à bientôt, il y a où est-ce qu'on peut te retrouver ? Où est-ce que les gens peuvent te suivre ? Où est-ce que les gens peuvent t'écouter ? On sait qu'on peut aller manger chez Ajar. Ouais. Vous pouvez m'écouter dans Tiroir Caisse, vous pouvez m'écouter dans À la recherche du temps à la catalane et un petit peu dans Loin des yeux, loin du Caire, puisque j'interviens parfois dans le podcast de Eva, que je coproduis. Et voilà, peut-être que vous pourrez me retrouver en 2025 ici ou là. Ok, trop chouette, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Trop bien. Et merci beaucoup Sophie Marie. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée.